le plus central de ce que j'ai essayé de dire, c'est que les premiers signaux qu'avait envoyés la société tunisienne au reste du monde étaient des signaux relativement faciles à capter, parce que le langage était relativement consensuel. Il se passait en Tunisie quelque chose de relativement simple, un pouvoir autoritaire cédait la place. Il cédait la place à une population qui n'était pas particulièrement marquée par une appartenance politique, ni de gauche, ni islamiste. Donc elle est apparue au reste du monde comme sympathique, avenante. Il n'y a pas eu de résistance de l'armée. Et je disais à ce propos que peut-être on aurait dû donner le prix Nobel de la paix à l'armée tunisienne, qui se comporte comme un véritable héros, qui ne cherche pas à contrarier la protestation populaire et qui ne cherche pas à se substituer à la population pour récupérer le fruit de son action. Donc tout commence très très bien en Tunisie. Et j'ai employé l'image, j'ai dit un train peut en cacher un autre. La suite du déroulement de ces printemps, puisqu'on ne va pas rester qu'en Tunisie, va se complexifier. Pourquoi ? Parce que dès qu'on va passer aux urnes, les urnes vont attester non pas de la majorité, mais de la centralité, de l'importance de courants politiques qui, dans le meilleur des cas, divisent l'opinion publique maghrébine de chacun des pays et, je dirais, font presque une certaine unanimité au nord de la Méditerranée contre eux. Et donc, ce processus d'accélération de la construction de l'État de droit débouche paradoxalement sur l'émergence de forces politiques dont la réputation est à tout le moins contradictoire. Et puis il y a presque un troisième train qui apparaît, c'est les conditions dans lesquelles cette dynamique printanière va s'internationaliser, avec la Libye bien sûr et l'intervention militaire occidentale, et le printemps va se transformer en enfer dès lors que l'on se transporte vers la Syrie, où les conditions de l'internationalisation sont particulièrement dangereuses parce qu'elles transforment une lutte démocratique en un combat régional, et on voit apparaître malheureusement, on voit ressortir, on voit la résurgence des appartenances confessionnelles et ethniques. Donc on a une espèce de reconfessionnalisation des appartenances politiques à l'échelon régional qui n'est pas bien sûr un bon signal et qui complexifie un petit peu plus la lecture que l'on tente de faire de cette dynamique qui est en cours depuis plus de 2 ans maintenant. Cette victoire des partis islamistes, pour ma part, ne m'a pas surpris et que j'ai plutôt tendance à la banaliser. Je la banalise en faisant usage d'un cadre analytique qui présente les islamistes non pas comme des adeptes de la résurgence du sacré et du religieux dans le politique. Pour moi, les islamistes sont des gens dont je dis qu'ils parlent musulman. C'est-à-dire qu'ils utilisent dans le jeu politique un langage qui est perçu par les électeurs potentiels comme homemade. Avant toute chose, je dis, la référence islamique, si elle est fonctionnelle en termes de mobilisation politique, ce n'est pas parce qu'elle est religieuse ou sacrée, c'est parce qu'elle est endogène. C'est parce qu'elle est perçue comme ayant été fabriquée sur place et qu'elle répond, elle soigne le traumatisme de ce qui avait été une sorte de folklorisation des catégories de la pensée produite localement par l'irruption traumatisante de la pensée politique occidentale sur le revers des chevaux de la conquête coloniale. Donc on est, à mon sens, en face d'un phénomène qui est relativement naturel. Le fait que les gens retrouvent un certain plaisir à afficher le lien historique avec l'univers symbolique de leur culture n'est pas pour moi un phénomène pathologique. Après, quand je parle musulman, est-ce que je suis méchant, est-ce que je suis gentil? Je ne le sais pas, et vous non plus. Il faut aller voir les conditions concrètes des circonstances sociales, régionales, nationales, internationales, qui font qu'un individu, quel que soit le lexique politique qu'il emploie, peut être sectaire, violent, ou peut être complètement capable d'assimiler ce que les valeurs dites occidentales ont de parfaitement universel. Alors c'est pour ça que je ne dramatise pas complètement le fait que ce soit les partis islamistes, que ce soit les acteurs politiques qui parlent musulman qui ont eu le plus de capacité de mobilisation dans cette conjoncture-là. Et qu'après, il faut les juger sur les actes et non pas sur le fait qu'ils utilisent ce lexique. La décision politique était à un niveau
qui la mettait à l'abri des humeurs de l'électorat. C'est donc cette idée qu'il existe des institutions politiques, mais que une majorité parlementaire peut changer sans que l'ancrage ou les ressorts du fonctionnement du système politique soient affectés. Et c'est donc cette expression, je l'ai employée pour dire qu'en Tunisie, comme en Égypte, nous avions un effet de réinstitutionnalisation politique et que maintenant, on avait des institutions politiques qui étaient en prise avec la décision politique, ce qui n'était pas encore le cas partout. Est-ce qu'une école d'été ou d'hiver de sciences politiques est un instrument de travail important? Oui, bien sûr. Nous en sommes tous, je crois, convaincus. Ce que je vois de très très important dans ces mécanismes de réflexion, c'est qu'ils aient une dimension comparatiste, systématique. Si on est marocain, on commence à comprendre, ou si on est français, on commence à comprendre la France le jour où l'on en sort et où on va la regarder depuis le pays voisin. Et si on est marocain, il ne faut pas concentrer toute son énergie sur l'analyse du Maroc, il faut comprendre la Tunisie, il faut comprendre la Libye, il faut comprendre l'Égypte, et il faut bien sûr sortir aussi de l'univers de l'arabophonie et du monde arabe et aller s'essayer au comparatisme. La méthode comparatiste est toujours extrêmement utile et je pense que nous avons démontré au cours de cette première journée que c'était un des intérêts de l'école qui était organisée par le GE.